Nous avons le plaisir d'accueillir en ouverture de cette assemblée générale Pascal Canfin, qui préside donc la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire du Parlement européen et qui va introduire un petit peu le sujet aujourd'hui des grands chantiers énergétiques, mais pas que. La transition, elle n'est pas qu'énergétique, elle est aussi plus globale. Elle emporte des sujets concernant la démocratie, le fonctionnement de l'économie. Et j'appelle votre attention sur une note récente que Pascal Canfin a publiée chez Terra Nova, c'était la semaine dernière, qui est intitulée de mémoire « Le nouvel âge progressiste de la mondialisation ». Et c'est une note qui est extrêmement bien construite et qui reprend d'ailleurs, enfin, qui rebondit sur des interrogations que Confrontation Europe aborde et a abordé ces dernières années et ces derniers mois. Quand on parle, vous en parlez Pascal dans votre note, de reprendre le contrôle de la souveraineté financière et fiscale, le groupe de travail sur les questions économiques de confrontation depuis des années travaille sur ces sujets. Quand on parle de quelle relation entre État et marché, c'est aussi une interrogation qui est une interrogation propre à notre association. Quand vous parlez, fort opportunément d'ailleurs, sur le fait que la politique doit avant tout être un récit, et quand vous appelez de vos voeux l'avènement d'un progressisme mondialisé, je crois que certaines et certains d'entre nous peuvent se retrouver dans ce document. Donc je vous laisse, on vous enverra le lien peut-être à tous les participants pour que vous puissiez lire cette note. Vous connaissez bien le Parlement européen, Pascal Canfin, puisque vous fûtes député européen de 2009 à 2012 avant de rejoindre le gouvernement de François Hollande en tant que ministre délégué au développement de 2012 à 2014. Vous avez eu une incursion dans le milieu associatif au-delà comme directeur général du WWF et vous avez été réélu au Parlement européen en 2019 au sein de la liste Renew Renaissance. Et donc vous êtes au cœur, dans les travaux de cette commission, de toute une série de sujets stratégiques. Nous avons beaucoup débattu et souvent avec quelques inquiétudes du sujet de la taxonomie aujourd'hui, qui est au cœur des travaux que vous menez dans les échanges entre les autres institutions européennes. Je sais que c'est un sujet qui n'a pas été arbitré totalement et qui est renvoyé notamment pour la partie nucléaire et gaz à une échéance au-delà. Bien sûr, ça fera partie des sujets, mais plus généralement, on est très heureux aujourd'hui de vous accueillir pour avoir une sorte de présentation un peu générale de l'état de l'Union, des enjeux et des questions que vous abordez dans la note de Terra Nova, qui encore une fois est une note qui lance parfaitement bien le débat. Pascal, j'ai le plaisir de vous passer la parole. Merci. Merci beaucoup. C'est un plaisir d'échanger avec vous. Je pense que c'est très important que dans l'univers commun qui est le nôtre, et même si on peut avoir des désaccords ici ou là, je pense qu'on partage fondamentalement la vision à la fois du rôle de l'Europe, de sa fonction, de la nécessaire constitution d'une Europe puissance, et évidemment les enjeux liés à la transition écologique, avec toutes les facettes de cette transition. Vous l'avez dit, la présidence de la commission environnement, c'est vraiment une sorte de tour de contrôle, puisque l'immense majorité des textes qui déploient le Green Deal, donc le cœur de l'architecture législative du Green Deal, passent dans la commission environnement. Vous avez mentionné la taxonomie, vous auriez pu mentionner aussi la loi climat que nous venons formellement aujourd'hui d'adopter au Parlement européen par 400 voix et quelques contre 200 et quelques. Donc c'est la première brique qui ensuite va mener, comme vous le savez, au paquet de juillet. Donc le 14 juillet, la Commission européenne propose la révision de 12 textes. Et tout cela se met dans un contexte plus global encore, qui est qu'entre maintenant et la fin 2022, nous allons réviser plus de 50 textes, plus de 50 lois européennes qui seront soit totalement finalisées, par exemple la loi climat, la taxonomie, d'autres, etc., et soit qui seront lancées. 50 textes. Bon. Je pense qu'on peut considérer qu'on est à l'aube d'un changement systémique. Parce que quand on change 50 lois en même temps, dans un espace de temps aussi court, et avec évidemment une exigence de cohérence d'ensemble, ça veut dire que vous changez l'ensemble des règles du jeu. C'est vrai pour les voitures, pour l'énergie, pour l'agriculture, pour le marché du carbone, pour l'économie circulaire, pour la finance, etc., etc.
Et moi, j'essaye, au-delà de ma présidence de la commission environnement, j'essaye en plus, et c'est facilité, je dois dire, par la configuration politique au Parlement européen, j'essaye justement d'être un peu sur la cohérence d'ensemble du Green Deal. Et la cohérence politique, enfin pardon, la configuration politique au Parlement européen est la suivante, vous la connaissez sans doute, mais je la précise quand même. Il n'y a plus de majorité à deux groupes, hein, comme ça a été le cas depuis quasiment le début de l'élection au suffrage universel du Parlement. Il faut une majorité, il y a trois types de majorités possibles au Parlement. La majorité que nous appelons la majorité von der Leyen, c'est-à-dire les socialistes, le PPE et nous. Et c'est la majorité, je dirais, de base, la majorité la plus stable. Ensuite s'agrègent les Verts ou ICA, enfin après ça dépend, mais le cœur du réacteur, c'est la majorité von der Leyen. Le deuxième type de majorité, c'est la majorité dite progressiste, qui va en gros de la gauche jusqu'à Renew, plus une vingtaine, une trentaine de députés PPE, qui sur les sujets Green Deal ne suivent pas nécessairement la ligne du groupe. Et puis, il y a l'autre majorité qui, sur le Green Deal, jusqu'à présent, et je touche du bois, n'a jamais été utilisée, c'est PPE, ICA et l'extrême droite. Ça, je pense que personne n'a vraiment envie de se lancer dans cette affaire. Donc, résultat des courses, il n'y a pas de majorité sans nous. Et comme au sein de Renew, la délégation Renaissance, c'est la première délégation, puisqu'on forme un quart du groupe, ça vous donne une idée du bras de levier que nous pouvons avoir sur quasiment tous les sujets. Donc c'est pour ça que c'est important aussi qu'on échange sur votre vision, vos idées, ce qui vous semble pertinent, ce qui vous semble au contraire risqué. Alors, je ne vais évidemment pas détailler les 50 textes. Je vais peut-être me concentrer sur quelques-uns qui sont très symboliques et très politiquement très chargés. Et puis, dire aussi peut-être un mot du plan de relance, parce que même si ça n'est pas stricto sensu dans le programme législatif que je viens d'évoquer, c'est évidemment une part importante. Peut-être commencer par le plan de relance et ce que je pense, le moment politique que l'on vit aujourd'hui, c'est que nous sommes en train, je ne vais pas encore dire de réussir, je pense qu'il faut encore attendre un petit peu, être modeste. Mais en tout cas, nous sommes en train clairement de ne pas reproduire les mêmes erreurs que ce que nous avions fait en 2009. Sur au moins 3 éléments clés sur le plan macroéconomique. Le premier sujet, c'est l'existence même du plan de relance. Le plan de relance, vous le savez bien, tout le débat sur les eurobonds, etc., n'avait mené nulle part. Il a aujourd'hui mené, après ce conseil historique, il a mené à un plan de relance lui-même historique de 750 milliards d'euros. Et on entre maintenant dans la phase opérationnelle où l'argent arrive. Deuxième élément très différenciant, c'est la réforme du pacte de stabilité. Vous vous souvenez qu'après la crise de 2009, il y avait eu un débat majeur qui avait conduit à, je vais simplifier peut-être excessivement, mais à durcir le pacte avec le TSCG, etc., le two-pack, le six-pack. Aujourd'hui, on prend clairement la direction inverse. On a en quelques jours débloqué la clause d'exception générale prévue par le pacte lui-même, ce qui fait que 2020, 2021, 2022, il n'y a pas de sujet lié au pacte de stabilité et de croissance. On s'est donné l'air qui était nécessaire. Plus l'intervention de la BCE dans la continuité de ce que Draghi avait fait, ça donne un coussin extrêmement significatif et important et stratégique à la politique budgétaire. Et l'esprit de la Commission aujourd'hui, particulièrement l'esprit de Gentiloni, c'est clairement de réaménager les règles du jeu du pacte pour les rendre plus intelligentes, plus dynamiques, moins contracycliques, etc., etc. Et donc cette discussion-là me semble bien mieux engagée. Je ne dis pas que ça sera facile partout, l'Autriche ne nous aidera pas nécessairement, mais c'est quelque chose qui n'existait même pas il y a 10 ans.
comme type de discussion. Puis le troisième élément, c'est le lien avec le Green Deal et avec le climat. En 2009, le sujet de la relance macroéconomique était complètement déconnecté du sujet climatique. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Vous le savez, au moins 37% du plan de relance doit être investi dans des solutions favorables au climat. Et on l'oublie parfois, mais il est tout aussi important, et 0 euro doit aller à ce qui est considéré comme harmful, donc nuisible au climat et à l'environnement. Et les deux jambes sont absolument importantes, puisque vous pouvez faire 37% de pro-climat. Si vous faites 60% d'anti-climat, vous n'avez évidemment absolument rien changé. Donc, les deux jambes sont importantes. L'une est plus visible que l'autre, mais elles sont fondamentales. Et on est en train de le faire. C'est d'ailleurs la Commission a des échanges robustes et avec les États membres qui ne voudraient pas jouer ce jeu-là. Ce qui fait que l'ONU, le dernier rapport du Programme des Nations Unies pour l'environnement, le UNEP-GAP Report, a classé le plan de relance européen comme étant le deuxième le plus vert au monde, après celui de la Corée du Sud. J'insiste là-dessus parce qu'on aurait pu rater ça. On aurait pu, d'une part, ne pas avoir de plan de relance, on aurait pu se reprendre les pieds dans le tapis comme la dernière fois sur le plan budgétaire, et on aurait pu déconnecter les deux. Et donc, mine de rien, à 10 ans d'écart, on peut mesurer le progrès qui a été parcouru et le changement, j'allais dire, idéologique, culturel, que ça traduit. Maintenant, j'en viens au Green Deal. Le Green Deal, c'est donc, au-delà des stratégies, des communications, des trucs que la Commission fait parfois utilement, parfois moins utilement, c'est d'abord 50 lois. Et ça, c'est du hardcore. Et vous allez avoir donc le 14 juillet 12 textes. Je ne vais pas lister ces 12 textes, je vais me contenter d'en évoquer 3 et ensuite je conclurai. Je vais évoquer la réforme du marché du carbone, la fameuse entre guillemets taxe carbone aux frontières, qui n'est pas une taxe, et les standards CO2 des voitures. On va avoir une réforme du marché du carbone qui peut prendre deux directions assez différentes, et les jeux sont encore ouverts au sein de la Commission, et je serais ravi d'avoir votre vision des choses là-dessus. Le cœur du sujet, enfin pas le cœur, mais le premier élément, la première brique, c'est dans quelle mesure on diminue la part de quotas gratuits dont les entreprises bénéficient aujourd'hui. Si vous ne diminuez pas les quotas gratuits, ou très marginalement, alors vous avez certes un mécanisme carbone aux frontières, mais qui est assez largement une coquille vide, puisque comme vous n'avez pas diminué les quotas gratuits, vous n'avez pas grand-chose à compenser, et donc le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières est en place au cas où, mais ne produit que très peu d'effets. Il ne produit d'effet que par construction si vous payez le prix du CO2. Sinon, ce n'est pas OMC compatible et ce serait complètement inéquitable vis-à-vis de nos partenaires commerciaux. Et comme vous ne baissez pas les quotas gratuits, vous avez peu de ressources. Et comme vous avez peu de ressources, vous ne pouvez pas rembourser le plan de relance. Et comme il vous faut rembourser le plan de relance à peu près à hauteur de, sur la base du marché du carbone, parce qu'il n'y a pas que ça, mais enfin, beaucoup de gens misent sur celui-là, autour de 10 milliards d'euros, il faut les trouver ailleurs. Et ailleurs, c'est l'extension du marché du carbone au chauffage et au carburant. Et si ça vous rappelle quelque chose, ça s'appelle les bonnets rouges et les gilets jaunes. Et ça vous rappelle encore plus quelque chose, il y a la semaine dernière, c'est le refus en Suisse de cette même réforme qui a tué toute la loi climat. Et si ça devait encore vous rappeler quelque chose, c'est le débat en Allemagne où les Verts ont perdu près de 10 points depuis que ce sujet est sur la table. Moi, je pense que c'est un suicide politique. Je l'ai dit, je le dirai, je l'ai dit au président de la République, je l'ai dit à Ursula von der Leyen, je l'ai dit à Frans Timmermans, on verra. Je pense que le message commence à percoler, parce que faire rembourser le plan de relance par les plus pauvres, c'est quand même une idée absolument géniale. Et c'est par ailleurs exactement ce que l'extrême droite a toujours dénoncé. Donc,
Donc, je serais un poil gêné aux entournures. Donc, je pense qu'il faut prendre le chemin inverse, c'est-à-dire diminuer les quotas gratuits pour de vrai. Alors, évidemment, pas overnight, pas, etc., avec toutes les précautions d'usage, mais enfin, les diminuer vraiment, parce que sinon, vous avez certes un beau prix du carbone, mais pas sur des quantités suffisantes. Mettre en place le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, qui pour le coup joue pleinement son rôle et du coup génère par ailleurs aussi des revenus qui peuvent partiellement, c'est important le partiellement contribuer au remboursement de plans de relance, mais qui doivent aussi contribuer à être redistribués, notamment pour les pays les plus pauvres. Donc vous avez 2 fois du cash, et donc vous n'avez pas besoin de faire l'extension au carburant et au chauffage, qui a un gain climatique extrêmement faible et qui a un coût politique extrêmement fort. Et là, on est encore au moment où les jeux sont ouverts. Donc, en fonction, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout cela. Évidemment, j'ai simplifié. Si vous avez des questions plus précises sur le champ, les prix, etc., je pourrais y répondre. Donc, le troisième texte clé, puisque j'ai parlé de mécanisme d'ajustement carbone aux frontières et ETS, c'est les voitures. C'est les standards CO2 des voitures. C'est ce qui sera, je pense, le plus lisible. Et là, il y a de bonnes chances que la Commission fasse ce qui me semble être la bonne chose, à savoir adopter un standard de performance CO2 qui soit tel que, à technologie constante, je ne préjuge pas de l'avenir, mais à technologie constante, seule la batterie électrique et éventuellement le véhicule à hydrogène, pour les voitures, ça me semble pas très crédible, mais pour les camions, c'est tout à fait envisageable, puisse continuer à être vendu à partir de 2035. Moi, je considère que la date de 2030 est trop courte pour l'industrie, trop courte pour permettre l'ajustement social. 2040 est trop tard pour le climat, parce que c'est incompatible avec la neutralité climat en 2050, puisque la durée de vie des camions, c'est évidemment bien plus que 10 ans, et la durée de vie d'une partie importante du parc automobile, c'est plus que 10 ans aussi. Et donc, il faut s'arrêter en 2035. Et 2035, c'est absolument acceptable par les constructeurs automobiles. Ils l'ont dit à plusieurs reprises. C'est la ligne de Volkswagen, c'est la ligne de Renault, c'est la ligne d'Audi. C'est pas nécessairement la ligne de Carlos Tavares, mais c'est pas grave, on fera sans lui. Et c'est la ligne de la CEA, donc le lobby, pour faire simple, des constructeurs automobiles européens. Je conclus. Là, je vous ai parlé d'une toute petite partie du Green Deal. Et je répondrai aux questions en taxonomie et gaz et nucléaire si ça vient. Je me ferai un plaisir. Mais quand on voit tout ce qu'on est en train de faire, franchement, je pense que peu de décideurs ont conscience de l'ampleur de la transformation. Parce que je ne vous ai pas parlé commerce, je ne vous ai pas parlé Mercosur, je ne vous ai pas parlé règles assurantielles, je ne vous ai pas parlé de la BCE, Christine Lagarde est extrêmement active sur ce sujet. Et donc, quand vous prenez tous ces éléments-là, et c'est très important de tous les prendre et de ne pas raisonner en silo, chacun dans son coin, sans voir les interactions, je crois vraiment qu'on est en train de construire, on n'y est pas encore, hein, soyons très clairs, on n'y est pas encore, mais on est en train de construire une vraie transformation systémique. Et je pense que c'est exactement ce dont on a besoin pour être à la hauteur de nos enjeux climatiques, mais en le faisant avec toujours en tête l'enjeu de compétitivité industrielle, parce qu'encore une fois, si cette transformation écologique mène à des délocalisations, mène à des pertes d'emplois industriels non compensées ou non gérées dans certains territoires, etc., de toute façon, elle ne se fera pas sereinement. Et j'aime beaucoup, moi, la phrase de Timmermans, la transition, enfin, there will be a just transition or there will be just no transition. Et je pense qu'il a raison. Et entre l'enjeu climatique, la compétitivité industrielle et la justice sociale, c'est ça le cœur du logiciel que l'on est en train de déployer.
Merci beaucoup, cher Pascal. Alors, je crois que les questions commencent à arriver. Pervenche, tu souhaitais intervenir? Je crois que tu t'es posé la première question.